Bonjour et bienvenue dans le Lab Santé, le rendez-vous incontournable des professionnels de santé. C'est donc avec une immense joie et une sacrée fierté que j'accueille aujourd'hui mon ami, l'homme qui a préféré soigner les champions plutôt que de continuer à nous faire croire qu'il allait en devenir un, Pierre Vespignani. Salut mon Pietro et merci d'être là. Qu'est-ce qui t'a vraiment fait choisir la kinésithérapie plutôt que d'autres spécialités? Alors tout d'abord, merci de m'avoir invité, Gaël. Alors comment j'ai voulu devenir kiné, c'est un petit peu ça la Ouais. question, je crois. Tout simplement parce que j'aimais le contact avec les gens, j'aimais la profession de la santé. Et c'est vrai que quand je suis arrivé en tant à l'école de kinésithérapie, j'ai tout de suite aimé ce que je faisais et je me suis éclaté surtout au niveau des stages. Et petit à petit, j'ai commencé à pénétrer le milieu du sport. Et ça m'a beaucoup plu. J'avais déjà cette petite fibre entrepreneur et travailleur, ce qui n'était pas le cas dans mes études avant. Ouais. Et très rapidement, je me suis tout à fait accompli dans ce que je souhaitais faire, c'est-à-dire être entrepreneur et travailler dans la performance et accompagner les sportifs, mais dans divers lieux. C'est pour ça que j'ai travaillé très rapidement à l'intérieur de la S Nancy-Lorraine, du SUC Nancy Basket aussi, en tant que salarié des clubs, avec ce statut-là. Et à côté, je mettais un point d'honneur à garder mon indépendance professionnelle, de formation, mais aussi d'action, en montant tout de suite des stations sport santé. Donc j'en ai monté une première à Laxou, avec des associés par la suite, avec lequel on a créé un centre de formation, et j'en ai monté une deuxième à Nancy. Et ça m'a orienté vers la suite. D'accord. Je parlais tout à l'heure de cet œil espiègle. Est-ce que c'est un atout dans ton métier? Est-ce que l'humour et la complicité sont importantes pour gagner la confiance des athlètes? C'est essentiel. C'est essentiel. Dans notre métier, on a besoin de beaucoup de compétences, beaucoup d'enseignements. Oui. Et en fait, au bout de la flèche, on a besoin d'avoir cette accessibilité. Et c'est vraiment quelque chose que les gens de la profession connaissent. Et des fois, les patients ne se rendent pas compte de la difficulté à simplifier les choses et à les rendre accessibles. Et c'est un petit peu la profession du kiné. C'est vrai que quand on va chez un personnel soignant, on se retrouve en principe face à... On va caricaturer au médecin qui a son rôle, qu'on vous voit, qui aurait une blouse blanche, qu'il a de moins en moins quand même dans les cabinets libéraux. Mais il y a toujours un petit peu cette distance qui est nécessaire. Alors que quand vous allez chez le kiné, que vous avez n'importe quel C'est âge, vrai. on tutoie très facilement, Mm. on parle, on vulgarise euh, les, euh, les pathologies pour les rendre accessibles, pour que les gens comprennent ce qu'ils ont. On est un peu des expliquants de pathologies dans celles qui nous concernent en tout cas. Et ensuite, on remet les gens par de l'activité physique. Et l'activité physique, ce qui est totalement de la kinésithérapie. Thérapie, c'est la thérapie du mouvement, thérapie par le mouvement. Ça se rapproche énormément du sport. Donc on utilise toujours les codes du sport, même quand on travaille en neurologie, on travaille le mouvement. C'est ce qu'on retrouve avec le sport et ça rend les choses très accessibles. Pour pouvoir faire passer cette accessibilité, il faut absolument que les gens aient confiance. Pour qu'ils aient confiance, il faut qu'ils comprennent ce qu'ils font, il faut qu'ils aient envie de vous faire confiance. Et c'est vrai que là, ça passe par les relations humaines, tout simplement. Donc Mm. c'est savoir être poli, malin, savoir écouter surtout avant de parler. Et puis après, savoir détendre les gens, hein. Ce que tu sais parfaitement faire. Ce qu'on essaye de faire et qu'on apprend encore tous les jours, hein, parce que chaque fois, je me dis, tiens, j'aurais dû, Oui, je bien sûr. devrais, et on le Ouais. fera, quoi. Quelle est, d'après toi, la plus grande différence que tu as découverte en passant de la prise en charge de patients classiques à celle d'athlètes professionnels à la SNL? À la SNL? Que à la SNL ou dans les autres J'y reviendrai tu après reviendras sur ouais, le... voilà. La différence entre le patient sportif que j'avais en cabinet, parce que je Ouais. le faisais en parallèle, hein, donc, et comme je te disais tout à l'heure, j'ai vraiment toujours, avant d'arriver à l'OM, ou contractuellement, je t'expliquerai pourquoi je ne pouvais pas continuer, mais j'ai toujours voulu avoir ces deux pieds dans la vie normale et dans le soin normal. Mais en fait, je me suis très vite rendu compte qu'on ne travaille pas du tout de la même façon. La kinésithérapie du sport, donc, ce qui est une de mes Oui. spécificités, on va dire, au fur et à mesure que j'ai travaillé avec des formations, avec beaucoup de choses, hein, mais beaucoup d'expérience surtout. Pour moi, elle se fait en institution. Parce que le vrai métier de kinésithérapeute du sport, elle se fait au contact de la performance. Ça change un petit peu tout, parce que, Bah oui, bien en sûr. fait, dans un cabinet, on a une obligation de moyens, mais on n'a pas une obligation de résultat. Et c'est la vérité, hein, même pour les médecins. On doit mettre tout ce qui est en place pour pouvoir aller dans ce qu'on va. Ça passe par nos connaissances, par le matériel, le temps qu'on va accorder. Par contre, le résultat,
on n'est pas impacté directement dessus. Le prix de la séance ne sera pas le même sera exactement le même si le traitement marche. Oui, bien sûr. Pas. Dans le sport, c'est une obligation de résultat. Mmh. Et ça change tout. Et les résultats, ils sont impactés par beaucoup de choses. Des fois même, le résultat de l'équipe le dimanche, que votre joueur ne joue pas, ça peut être impacté par un changement de règle, ça peut être impacté par un joueur qui arrive et qui repart. Donc l'abord de la mission, elle a absolument rien à voir. Elle nécessite d'aller faire ce qui marche. Et ce qui marche, c'est pas forcément ce qu'on fait partout, en fait. Ouais, Donc il faut avoir toujours un temps d'avance, il faut aller beaucoup dans l'innovation, et surtout dans l'innovation secrète. C'est-à-dire que il y a aussi le fait que les méthodes que l'on va mettre en place, on n'a pas envie que le club voisin soit en train de les faire. Et on sait très bien que le cœur du réacteur d'une équipe professionnelle, c'est la santé des joueurs, c'est leur forme physique. Alors il y a beaucoup de gens qui travaillent autour, les préparateurs physiques, les coachs bien évidemment, le joueur aussi avec son entourage, il a une part importante là-dedans. Et bien sûr le secteur médical, c'est le plus important là-dedans. Et donc on rentre dans une sorte de boîte secrète où on développe des méthodes, on essaye aussi des choses, et des fois on se trompe. Mais la plupart du temps, on essaye quand même de faire les choses correctement. Et c'est cette façon de voir les choses un petit peu différente qui change la donne, en fait. Et ça, c'est ce que j'ai appris à l'AS Nancy-Lorraine. Et à l'AS Nancy-Lorraine, là où j'ai vraiment appris quelque chose, c'est à travailler aussi en équipe. Et j'avais un kiné, je me permets de citer, qui s'appelle Philippe Safroy, qui est de Nancy, qui est resté un ami, qui était... il n'aime pas quand je dis ça, mais qui était mon ancien, quoi, parce qu'il est quand même 20 ans de plus que moi, donc j'ai le droit de le dire. Et qui, lui, m'a appris beaucoup de choses comme ça. Il avait des grosses mains, et il avait un nez, comme on dit, pour sentir les choses. Et il y avait cette chose-là. Donc l'ASNL, ça m'a appris ça, à travailler en collaboration, avec beaucoup de respect avec les gens avec qui on travaille, et que j'ai gardé, et qui m'a beaucoup servi par la suite. Et que j'ai pas forcément retrouvé au plus haut niveau, d'ailleurs. J'ai croisé des personnes très intéressantes au début de ma carrière, et c'est ça, en ça que j'ai toujours été reconnaissant. Parce que j'ai dit toujours, quand j'étais à Marseille, et ça les égrassait un peu, que mes armes et mes apprentissages, je les ai fait à Nancy. Et je m'en suis rendu compte encore plus sur la fin. Par la suite, ok. Alors ensuite, il y a eu cette étape incroyable, la Fédération sénégalaise de foot. Comment cette opportunité est-elle arrivée ? En fait, à l'époque, c'était en 2015, l'Olympique de Marseille avait déjà fait appel à moi pour aller travailler à l'Olympique de Marseille. Et j'étais au moment-là encore à l'AS Nancy-Lorraine sous contrat, et on avait un projet sportif qui était très bon, et surtout, comme je te disais tout à l'heure, un respect dans notre métier. Il est très important d'être fidèle, d'être courageux et d'être loyal avec les gens qui ont travaillé. On travaille en staff. Alors ça vous emmène des fois haut, puis des fois ça vous fait aussi repartir ailleurs, par respect des gens avec qui vous travaillez. Et à Nancy, c'était un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il y avait un projet avec Pablo Correa qui était arrivé. D'ailleurs, on était remonté en Ligue 1. Alors que le club était en difficulté, parce que tout le monde travaillait bien, tout simplement. C'est quelque chose que je me suis rendu compte après. La valeur humaine du travail dans ce milieu-là, c'est le principal, c'est pas les machines. Et tout le monde travaillait main dans la main. Et tout le monde travaillait de main dans la main. Pour moi, c'est ça, travailler bien. Parce que des compétences, on peut en acquérir, des formations, on peut en faire. On peut être bon ou mauvais de temps en temps, mais être un bon professionnel, c'est quelqu'un qui sait travailler en collaboration, en groupe, qui sait avancer dans un même objectif, et que chacun est obligé de mettre des choses de côté ou pas. Enfin, je veux dire, ça, c'est le secret des entreprises, mais c'est vrai que le cœur du métier, c'est comme ça. Avec l'AS Nancy-Lorraine, je devais repartir donc avec le projet de Pablo Correa, et l'OM m'avait contacté via le médecin de l'équipe de France qui s'appelle Franck Le Gall, qui avait entendu parler de moi par des réseaux du sport. Il m'avait appelé, j'étais descendu à Marseille pour aller visiter les installations. Il m'avait proposé un contrat. Et puis en fait, j'y suis pas allé parce que y avait le projet qui continuait un peu. Et puis j'avais aussi mes projets sur Nancy. Et puis j'ai quand même fait pour que ça se fasse pas avec l'Olympique de Marseille. Je pense que je vais le regretter toute ma vie. Sachant qu'en plus, quand on était sur le terrain, et peu de temps après, ça s'est mal passé pas avec Pablo Correa, mais le club avec Pablo Correa, et ça a changé. Je me suis dit, mais qu'ai-je fait ? J'aurais dû. Et puis en fait, quelques semaines après, je me souviens, c'était en août, j'étais en Corse dans la famille, et j'étais en train de camper chez ça. Le téléphone ressonne, et Franck Le Gall me rappelle et me dit, écoute, je te propose d'aller sur la Fédération sénégalaise de foot. Il faut partir en septembre. Et moi, j'étais là, je me disais, bon, je l'ai déjà plus ou moins être accepté la première fois. Je pense que si la deuxième fois, je ne le ferai pas, je pense qu'il n'y en aura pas de 3 fois. Donc, je me suis un petit peu lancé tête baissée. Et en fait, je me suis retrouvé la semaine d'après à atterrir à Dakar, tout seul, au milieu de l'aéroport de Dakar. Une voiture est venue me chercher pour m'emmener à Sali. Et jusque-là, je me disais, que fais-je ? Mon but, c'était d'aider à qualifier à la Coupe du Monde, et c'est ce qu'on a fait. Donc je suis resté dedans jusqu'à partir à l'Olympique de Marseille. Alors justement, est-ce qu'il y a une approche différente dans la gestion des blessures ou du corps
en Afrique par rapport à l'Europe? Alors oui, parce que c'est vrai, c'est une bonne question, parce que en fait, au Sénégal, ils ont toujours dans le secteur médical mixé en fait la médecine européenne et la médecine sénégalaise, qui attention, pas du tout une médecine traditionnelle sénégalaise, hein, même Oui, si oui, bien on a sûr. tous une médecine traditionnelle, mais une médecine qui est bonne d'ailleurs. Il y avait un docteur qui s'appelait docteur Fédior, qui est toujours là, je crois, et des gens charmants et des kinés avec qui j'ai travaillé et qui je suis arrivé, Gumbala, qui sont restés des amis et des gens formidables qui travaillaient très bien. Mais il y avait ce besoin de pouvoir aussi ramener, bien sûr, les techniques évolutives que l'on a aussi en France ou en Europe, hein. Et donc, il y avait cette volonté de faire ça. Et le boulot n'est pas vraiment différent. Ce qui est différent, c'est le boulot en club et en fédération. Parce qu'en fédération, en fait, quand on arrive avec des joueurs qui sont en forme, hein. Si un joueur Ouais, il bien peut pas sûr. venir, il vient pas. Donc, on travaille avec des joueurs qui arrivent, qui sont pas blessés. On n'a Mhm. jamais de blessés, en fait. Quand les joueurs sont blessés, ils repartent. Et nous, là, il faut qu'ils soient en forme. Donc, on soigne des bobos, je veux dire, et surtout, on Ouais. fait du constat de blessure. S'ils sont blessés, il faut s'arranger avec les clubs, et là, c'est aux médecins de jouer. Et donc, en Afrique, la grosse difficulté, c'est que avant de se qualifier pour la Coupe du Monde, on travaille sur des équipes en Afrique. Donc, on avait notre camp de base qui était à Dakar, Ouais. enfin, exactement à Sali, à côté de Dakar. On avait toujours nos rassemblements et après on partait dans l'Europe entière, l'Afrique entière. Et après pour la Coupe du Monde, c'était en Russie, donc on faisait tout un circuit en Europe. Mais toute l'année, on voyageait dans tous les pays africains. Donc la difficulté, c'est que il faut aller travailler. T'es 4 jours en train de travailler au Ouais, c'est Bénin dingue, et hein. 5 jours après, tu travailles au Mali avec les trajets, les temps de Ouais, bien trajet, les sûr, choses bien comme sûr. ça, le climat. C'est vrai que quand on arrive la première fois, on transpire à Ah, pleines gouttes et ouais. travailler toute la journée sur des rythmes et tout, on nous propose pas de nous adapter, hein. Nous, on sort de Ah l'avion. bah oui, tu dois être tout de suite à Voilà, il nous file un 100%. repas et 1 heure après, on a les joueurs dans la salle jusqu'à 2 Ouais, heures du mat ouais. et on commence ça pendant 10 jours et on revient chez nous, c'est comme ça. Donc c'est un peu fatigant et là, il faut être faut savoir s'adapter, quoi. Et ça, c'est une des autres compétences qu'il faut avoir dans ce milieu-là, quoi. Alors, et puis, le rêve, l'Olympique de Marseille, Mm. raconte-nous comment ça s'est fait. Est-ce que la réalité est à la hauteur du rêve que Ouais. tu t'étais fixé? Bah écoute, mon but professionnel, au risque de te décevoir, parce que j'ai le poids dessus, ce n'est pas de travailler à l'Olympique de Marseille, c'est de travailler dans des gros clubs et avec des gros sportifs. Et l'Olympique de Ok. Marseille, ça a été un de mes objectifs, mais qui est venu comme ça. Parce que j'étais déjà supporter de Marseille quand j'étais gamin, j'ai Ben toujours oui. respecté cette équipe-là, évidemment. Donc c'était une immense fierté qu'ils aient fait appel à moi et d'y aller. Et j'avoue que quand j'y suis allé, un peu pareil quand je suis allé en Afrique, je suis avec énormément de pression. Parce que c'est toujours pareil, hein. Là, je me souviens, on revenait de la Coupe du Monde de Russie. J'étais en Russie et j'ai eu le temps de passer par Nancy, de prendre mon sac, 48 heures, de faire un bisou à ma femme, de partir à Marseille avec mon sac à dos et tout ça. Et là, on arrive dans une structure qui, évidemment, structurellement parlant, Doit comparée être à la dingue. nationale, est différente. Ouais. Et en soi, très rapidement, on se rend compte que finalement, dans la performance, on est dans les mêmes codes, en fait. Finalement, quand on gratte un petit peu tout ce qu'il y a, au bout du compte, on travaille avec des forces humaines, des compétences, de la performance, Mhm. et qu'il faut savoir s'adapter à ça, et surtout aller de l'avant tout le temps. Et c'est le point commun que je retrouvais avec la S Nancy-Lorraine. Donc, j'étais pas trop dépaysé, finalement, par rapport à ça. D'accord. Par contre, c'est vrai qu'au niveau structurel, les moyens ne sont pas du tout les mêmes. La première fois que vous mettez le pied au Vélodrome, en premier match, pourtant ça faisait 15 ans que je faisais du terrain et qu'on rentre avec sa mallette au milieu d'un match. C'est un Ça détail, doit hein, être dingue. voilà, c'est un détail quand on rentre avec Ouais. sa mallette sur le terrain, je veux dire, c'est 1/1000 du temps du Oui, métier. oui. Et puis ça, mais bon, quand un joueur se blesse au milieu du terrain, c'est le kiné qui rentre, hein, avec le médecin. Et voilà. Et c'est vrai que je me souviens encore de la première fois où au Vélodrome, j'étais sur le banc et qu'il y a un joueur qui se blesse. euh, et que je suis parti au milieu du Vélodrome, mais en courant sur le terrain, je me suis dit, ah ouais, pourtant on est sur le banc, Ouais, c'est clair. on se dit quand même, ouais, il y a un petit degré au-dessus, Oui, 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 voilà, on oui. se dit, faut pas trébucher, quoi, Ouais, faut ouais, pas tu avoir oublié m'étonnes. ses ciseaux au milieu du terrain, quoi, voilà, mais, Ouais, ouais. donc il y avait un petit peu de pression, mais surtout pression de travail avec les gens avec qui je travaillais, parce que je travaillais avec des staffs beaucoup plus énormes. À Nancy, on était 2 kinés, et un médecin qui est à temps partiel, qui vient après les entraînements, avant les entraînements. Là, j'arrive dans un club où des kinés, on est 6 à temps plein, un ostéo à temps plein, un podologue à temps plein, une diététicienne à temps plein, 3 médecins, dont 2 de terrain et un directeur médical. Ouais, Et ensuite, un staff de préparation athlétique où ils sont 5 voire 6, et avec des coachs qui arrivent où ils sont 10, quoi. Donc, quand vous mangez à table le staff, vous êtes plus nombreux que les équipes, quoi. Et c'est Ouais. là où le travail d'équipe, il prend un autre sens. Parce que, évidemment, qu'il faut avoir un travail d'équipe. Mais quand vous travaillez en équipe à 4, et Ah quand bah, vous travaillez en équipe à 20, oui, c'est vraiment pas du tout le Ouais, même ouais. métier. Il faut avoir des outils, d'ailleurs. Il faut avoir la possibilité de passer des informations. Évidemment verbales et humaines, c'est le plus important. Mais il y a un moment,
la centralisation, et c'est là où j'ai vraiment pris conscience de cette gamme-là, le fait de travailler sur des données objectives pour pouvoir travailler correctement, il est essentiel. On ne peut pas dire, il va bien ton joueur, oui, il va bien. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Alors justement, par rapport à ça, est-ce que la pression la pression médiatique et l'attente des supporters sur la récupération d'un joueur star, comment gères-tu cet aspect de ton travail? En fait, c'est un peu dilutif parce que la personne qui se prend le plus la pression dessus, dans un club comme l'Olympique de Marseille, c'est le médecin. Ok. Parce que le médecin, en fait, les médecins plutôt, on va dire, parce qu'ils sont jamais tout seuls, c'est eux qui communiquent avec la cellule performance ou la direction sportive. Nous, en dessous, on a interdiction, mais interdiction formelle, hein, même aux joueurs. D'émettre quoi que ce soit. D'émettre même le soupçon d'un diagnostic ou d'un retour sur terrain. Par contre, c'est nous qui le travaillons, ce retour sur le terrain-là. C'est nous qui le travaillons sur ce diagnostic, vraiment. C'est les kinés qui vont aller mettre en place la programmation et tout le travail qu'il y a sur le terrain. Donc c'est un petit peu ambigu et paradoxal, parce qu'en fait, c'est nous qui concevons toute cette chose-là et on ne doit surtout pas en parler. Alors justement, par rapport à ça, est-ce que tu peux nous décrire ce qu'est une semaine type pour un kiné d'un club aussi emblématique? Parce qu'entre les entraînements, les jours de match et la récupération, je suppose que vous devez avoir ça doit être extrêmement rythmé et avec c'est très rythmé, ritualisé. Il y a une grosse logistique d'ailleurs, parce qu'en fait il y a 3 pôles en fait. Hein. Quand on travaille, il y a le match, il y a l'entraînement et ensuite il y a les soins. D'accord. Et j'ai différencié parce que c'est 3 modes de fonctionner différents. Et dans les soins, on a la prévention du joueur, donc empêcher qu'il se blesse, et empêcher que l'équipe se blesse et qu'elle soit en forme. On a la réhab, la santé, on va dire, la thérapie. Donc c'est soigner quelqu'un. Et ensuite, on a la récupération du sportif. Ça, c'est les 3 axes du soin. Sur lesquels vous travaillez. Ensuite, l'entraînement, il y a toute l'assistance de l'entraînement, la préparation de l'entraînement. C'est l'activation des joueurs. C'est l'activation d'un joueur, c'est ce que l'on fait avant l'échauffement. Il faut savoir qu'un joueur de foot, à ce niveau-là, tout le monde parle de l'échauffement. L'échauffement, c'est l'échauffement collectif. C'est ce qui est pris en charge par la cellule athlétique, en principe. Donc, c'est un échauffement qui peut être sur le terrain, qui est fixé finalement sur l'objectif de l'entraînement. On prend le groupe collectivement, ça peut être par petits groupes, mais on fait l'échauffement. Mais avant l'échauffement, le joueur a une activation qu'on appelle. Cette activation, elle est auto-centrée sur le joueur. Des fois individualisée en groupe. Ça, c'est les kinés qui les construisent, dans la plupart des clubs. Donc c'est quelque chose qui est fondamental, qui est un travail quotidien à chaque joueur avant l'entraînement. Cette activation, elle se met en parallèle en plus avec des soins pré-entraînement. Ça peut passer par le strapping, la mobilisation, le massage, tout ce qui est ça. Donc avant un entraînement, il y a à peu près 1h30 de travail. Ah oui, d'accord. Sans les blesser. Pendant l'entraînement, l'entraînement dure en principe entre 1h30 et 2h. Et là, il y a l'assistance de terrain. Donc l'assistance de terrain, les kinés sont là, sont au bord du terrain, ils regardent l'entraînement, ils participent même des fois un peu à l'entraînement, ils aident comme ils peuvent, parce que c'est un milieu où on s'aide beaucoup. Puis quand un joueur ne va pas ou quand un joueur est en train de revenir, il intervient, il contrôle, et il prend des informations aussi, notamment la qualité de l'entraînement et l'intensité de l'entraînement, parce que nous, après, on suit ces datas-là, ça nous permet de remettre un joueur sur le terrain dans les bons entraînements. Et puis ensuite, quand il revient de l'entraînement, il y a les soins. Donc ça, c'est vraiment la partie entraînement, quoi. Il y a les soins, les joueurs sont blessés en entraînement, ils ont besoin de récupérer et tout. Et là, on n'a pas encore touché un joueur blessé. Alors dans un club comme Marseille, on est 5, il y en a 2 qui sont sur le terrain, il y en a 3 qui sont en salle. Alors les 3 qui sont en salle, eux, pendant ce temps-là, ils vont s'occuper des joueurs blessés. Donc selon les process qu'il y a, des fois on a 4, 5, 6 blessures en même temps, graves ou moins graves, des joueurs qui ne s'entraînent pas ou qui sont ménagés. Et des fois, on a même 0 blessé, ce qui est très très rare dans un groupe comme ça. Il faut savoir qu'un groupe de football professionnel, c'est pas loin de 26 à 30 joueurs. Ouais, c'est ce que j'ai demandé. Plus les transferts, les choses comme ça. Il y a beaucoup de choses en fait à côté. Et ensuite, le troisième pôle, c'est le match. Et là, c'est la gestion de match, c'est une grosse logistique. Parce qu'un club comme Marseille, on part en match 2 fois par semaine. Et les matchs, c'est des matchs en France, c'est des matchs en Europe, donc il y a des temps de voyage. Donc on a nos avions, on a nos bus. C'est sûr que la logistique doit être dingue. Ah mais la logistique est dingue, on part avec 3-4 grosses malles de matos que l'on installe, donc on a une sorte de cabinet mobile. C'est exactement ça. Et on a un staff mobile aussi, et un staff qui reste, parce qu'il y en a qui partent, il y en a qui restent. Et donc on part jouer à Karabakh, c'est en Azerbaïdjan, on revient, on prend les blessés, et puis le lendemain on part à Lille. Et on a les blessés qui suivent le cours, donc on peut pas on doit réussir à mettre une logistique en place en gardant toujours quelque chose de très stable. À l'Olympique de Marseille,
dans une ville chaude comme la Bresse, Ouais, comme c'est Marseille, clair. avec un club qui a toujours de l'actualité, voire 2 fois par jour, c'est inimaginable, c'est extrêmement dur parce qu'en fait, tout impacte les choses. Et c'est vrai que la blessure du joueur, elle est médiatisée toujours énormément. Donc nous, on a cette obligation de rester solidaire déjà, solidaire Hum. avec les gens avec qui on travaille, solidaire avec notre club. Et puis voilà, on nous change tout très souvent. Donc c'est en ça que le travail du kiné, il est difficile. Et donc, vous faites un staff quasiment tous les jours, alors? Tous les jours, ouais. Ouais, c'est Hein, ça. tous les jours, on appelle ça, nous, on appelait ça lors de mon système un Scrum Ouais. Meeting. D'accord. Alors, on fait plusieurs staffs, mais le Scrum Meeting, c'est un format de réunion très rapide. En fait, quand les joueurs arrivent, je t'avais dit, ils arrivent 1h30, 2 heures avant Ouais. l'entraînement, sachant qu'il y a les petits déj qui sont organisés, tout ça et tout. Nous, on les active, on les soigne, on met en place aussi notre journée. Et le moment où on a terminé ça, jusqu'au moment où on va sur le terrain, on a à peu près 5-10 minutes D'accord. où là, on sait qu'il y a un petit flottement. Les joueurs vont mettre leurs chaussures, le coach arrive, il fait souvent un petit speech. Et ben nous, ces minutes-là, ces 5 minutes-là, comme quoi tout est Ouais, très lié, hein, je veux hum. dire, parce que attention, hein, le sport c'est militaire, hein, enfin le Ouais. foot c'est militaire, hein, l'organisation, c'est à la minute Ouais. près, hein. L'entraînement par exemple est à 10 heures. On sait que nous, quand on lâche les joueurs à moins 10, on a ce petit temps-là. Donc il a fallu trouver aussi des façons de pouvoir faire des staffs très courts en 10 Ouais. minutes. Donc c'est en ça que j'avais créé un outil, que j'ai créé un outil d'ailleurs, qu'on utilisait, qui est dans cet outil-là. Il y a ces formats de réunion qui sont des scrums. Donc là, on passe les jours en revue, on a une application, on a les fiches des joueurs qui défilent, et on fait un petit format de réunion où chacun dit ce qu'il a à dire, on fait un petit tour de table sur les choses qui vont pas, petit tour de staff, et ça, il est édité dans la seconde parce que c'est interactif, et le préparateur physique, le chef de la performance et le coach ont directement un système, une fiche résumée de ça, une infographie avec le pourcentage de présence à l'entraînement, les susceptibles difficultés qu'il va pouvoir y avoir et pouvoir se projeter. Et ça, on le fait systématiquement tous les jours, après chaque match aussi, avant chaque match. C'est un espèce de bulletin de santé Exactement. ultra synthétique Exactement. avec l'ensemble parce que j'imagine qu'en tant que kiné, au sein d'équipes comme ça, vous êtes forcément de plus en plus data-driven, donc avec des données extrêmement précises sur l'ensemble de l'état du joueur. Et ça, ton application, là, vous permet en fait de pouvoir regarder l'état du joueur en 2 minutes, montre en main, tu arrives à voir ce qu'il y a à faire, C'est ça, etc. c'est entre 2 ou 3 minutes, ça permet de dire ce que l'on a fait et surtout Ok. de l'archiver. Ok. Ce qui est colliger l'information, c'est le plus important. Ouais. De pouvoir mettre en place les choses et de pouvoir faire le tri sur ce qui va être grave et pas grave et surtout trouver nos priorités. Et surtout que les gens qui travaillent autour de nous, à qui on remet le sportif dedans, ne passent pas à côté d'une information essentielle. Il arrivait très souvent dans les clubs dans lesquels j'ai travaillé, ou par exemple quand on arrivait sur le terrain, et ça peut paraître bizarre, mais c'est le quotidien des clubs, et le coach il dit, mais attends, moi j'avais prévu un entraînement pour 18 personnes, j'en ai 17. Elle dit, bah oui, mais on le ménage parce qu'il a mal aujourd'hui. Mais je dis, il faut me le dire avant. Ouais, bien Évidemment sûr. que le joueur arrive juste avant. Donc des fois, à la dernière minute, on peut pas. Et ils sont toujours capables d'accepter, mais il faut qu'il y ait la justification derrière. Parce que sinon, on peut s'appuyer. Ce petit temps, il est vachement important. D'un moment, d'avoir tous la même information, même si elle est petite. Et surtout, il faut qu'elle le soit, tous la même information au même moment. Parce que les choses vont trop vite. Et il y a trop d'intervenants autour qui parlent à la place de tout le monde pour que ce petit fil-là, il soit pas hyper objectif. Et je pense que c'est l'une des choses les plus importantes dans notre métier, c'est la communication. Communication et coordination. Alors, c'est ce que j'allais dire, parce que je suppose qu'un joueur blessé, c'est forcément aussi un moral à plat. Ouais. Quelle est la dimension psychologique de ton travail? Est-ce que le kiné est aussi un peu le confident? Ouais, complètement. Il est le confident, mais il doit faire attention à 2 choses, en fait. La première, c'est qu'il est confident, mais il n'est pas psychologue, Ok. ni psychiatre, ni médecin, Mmh. ni agent, ni conseiller sportif, ni driver de carrière, ni conseiller familial. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'on Et on est, sentimental. ouais, et sentimental, parce qu'on est avec des êtres humains, c'est pas des machines, hein, c'est ce qui fait toute la beauté du sport, hein. Ouais. On est avec des êtres humains. Vous pouvez mettre tous les datas que vous voulez, les préparateurs physiques, les devices, les outils connectés, comme vous voulez, dans tous les sens. Au bout du compte, vous n'avez pas un ordinateur, vous avez une personne. Et une personne, même si elle gagne des fortunes ou qu'elle est payée pour faire ces choses-là, la vie, elle a aucune valeur. Elle a pas Ouais, cette bien valeur-là. sûr. Elle a la valeur de ce que l'on en fait. Donc, vous êtes là, quand un joueur est blessé, il subit des pressions extrêmes, et c'est là où je me suis rendu compte de la pression extérieure. C'est que quand j'étais à Nancy,
Et pourtant, on travaillait au même niveau de structurel. On était en Ligue 1 aussi, on a fait de la Ligue Europa. Les pressions médiatiques et des entourages n'avaient absolument rien à voir. Et la pression financière aussi. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vite marqué, cette pression qui est forcément négative. Parce que cette pression-là, elle ne peut pas apporter quelque chose, elle ne peut pas motiver. Alors, on a toujours l'impression que, mais quand on n'a pas les deux pieds dedans, qu'on est accompagné des joueurs et des coachs, on ne se rend pas vraiment compte de ça, de ces vagues, moi j'appelais ça les coups de Mistral marseillais, qui étaient d'une violence extrême. Et là, le joueur, il doit être protégé. Et nous, on fait partie de cette protection-là. Et en même temps, quand il est blessé, il doit avoir des bonnes informations. Et on doit le détendre. Et surtout, il doit avoir confiance en nous. Donc, on ne peut pas se tromper. Comment ça fonctionne? Ça veut dire que les joueurs, vous essayez de les mettre dans des... Prenons le cas, par exemple, à Marseille. Quand vous êtes en période de turbulence, le joueur est mis dans un espèce de vase clos de façon à essayer de le protéger au maximum, premièrement. Et deuxièmement, est-ce que vous, l'équipe, le staff médical, vous êtes aussi chahuté? Oui, bien sûr. Alors, c'est une bonne question, parce que ces clubs-là, ils sont déjà dans un système de grosse protection. Okay. Mais la protection, elle est jamais. Il y a toujours des failles. Mais la commanderie, c'est le centre d'entraînement de l'OM. C'est un bunker. On est dans un bâtiment réservé juste aux pros, et c'est jamais assez bunker pour les présidents encore. Je crois qu'il a voulu encore, notre président, il a voulu encore améliorer ça, et tant mieux. Mais à l'intérieur, tout est fermé et rien ne rentre et rien ne sort. Déjà, pour les gens qui travaillent autour d'une équipe, ça c'est le professionnalisme, et ces gens-là ne parlent pas. Il n'y a personne qui parle, il n'y a rien qui sort. Le staff médical, c'est encore pire. Parce que non seulement il y a ce fameux secret professionnel, il y a aussi cette position qui est au bout, et ils embauchent que des professionnels qui ont de l'expérience, donc ils savent déjà ça. Mais en plus, derrière nous, on a le secret médical. Ouais. C'est-à-dire que le secret médical, la donnée de santé avec laquelle on a travaillé, le secret médical, c'est vraiment la chose la plus essentielle. C'est une valeur énorme dans le sport professionnel. Donc, on peut ne pas parler, et on est obligé, finalement, de garder secret. Et c'est très bien, donc personne ne move. Par contre, dans des structures comme Marseille, ou même d'autres, évidemment qu'aucune information sort de l'extérieur, mais par contre, à l'extérieur, il y a énormément d'informations. Des gens qui prêchent le faux pour savoir le vrai, des médiatiques. Et il y a toujours un son de cloche qui sort. Il ne sort pas forcément d'eux. Je veux dire, les joueurs s'entraînent sur des terrains, les joueurs parlent à leur famille, donc des choses se savent. Oui, tu ne peux pas tout gérer. Et voilà, et évidemment que plus l'enjeu est gros aussi, plus les personnes sont attirées pour donner leurs avis. Donc, une fois qu'un joueur sort, il y a les agents des joueurs. Une fois qu'un joueur est blessé, il y a beaucoup de gens qui mettent leur nez dedans. Sachant qu'à l'intérieur, c'est extrêmement hermétique. Personne ne sait même les techniques qu'on travaille. Alors, vaut mieux aller critiquer, dire des choses qui pourraient être, en espérant peut-être avoir des informations en se défendant. Et nous, on est au truc de ce terme. Même quand on nous insulte, entre guillemets, ou qu'on nous traîne dans la bouche sur certaines choses et tout, on a ordre de ne pas répondre. Donc, c'est là où on doit avoir aussi cette confiance-là. C'est-à-dire que le club, quand il a son staff médical, il doit le protéger. Parce qu'ils savent très bien, au bout du compte, que le staff médical, il en prend plein la figure, et qu'il n'a jamais le droit. Une pression énorme. Et cet arc-là, il faut bien comprendre que c'est les médecins qui sont en haut de l'affiche. Le médecin, dans le club, il a un rôle opérationnel comme tout le monde, mais finalement très peu. Il a un gros rôle de logistique, il a un gros rôle de responsabilité, et c'est le plus dur. Donc la loyauté, le courage des gens qui vont aller travailler là-dedans, elle est essentielle dans tous les cas, et dans les bons moments comme dans les mauvais. Des fois, il faut savoir partir, ce qu'on a fait dernièrement. Il faut savoir, parce que quand on n'a plus la confiance et qu'on n'a plus cette défense-là, on ne peut pas travailler correctement. Alors, je rebondis sur cette actualité. Là, actuellement, est-ce que tu peux nous faire un topo sur tes projets, sur ton... Eh bien, j'ai arrêté l'Olympique de Marseille la saison dernière. Ok. Et donc, je travaille maintenant sur mon cœur de métier essentiel, la kinésithérapie du sport, toujours. Ok. J'ai eu quelques bonnes sollicitations de clubs étrangers pour pouvoir aller travailler. Et puis, je n'y suis pas allé parce que j'ai des projets autres avec ma fibre entrepreneuriale. C'est-à-dire que avec l'arrivée je me souviens de Villas-Boas, donc ça devait être en 2018-2019, je m'étais rendu compte que, en arrivant à l'Olympique de Marseille, par exemple, je me disais, en venant de Nancy, je vais avoir des outils justement digitaux pour centraliser ces choses-là, pour centraliser l'information, travailler objectivement sur certaines choses, et il n'y en avait pas.
Donc, Ok. avec la sélection du Sénégal, j'ai beaucoup travaillé avec des clubs anglais en partenariat avec les joueurs dont je m'occupais. J'avais fait de grandes amitiés avec un kiné de Liverpool. On communique toujours en ce moment. Et je me rendais compte qu'à Liverpool, ils n'avaient pas non plus, pour le domaine médical, je parle, dans la D'accord. performance, il y avait plein d'outils, mais dans le domaine médical, il n'y avait pas non plus des choses très efficaces, en fait. Hein. Il y avait des Mhm. choses, mais c'était. Et donc là, à l'Olympique de Marseille, j'ai commencé à travailler sur un projet, accompagné par le club, sur des outils digitaux pour pouvoir justement aller faire, par exemple, le Scrum. C'est pas moi qui l'ai inventé de faire une réunion, quelque chose, mais c'est quelque chose qu'on faisait, mais sur des papiers. Nos informations et nos process de travail, on les faisait, mais on le faisait sur des grands tableaux blancs. Euh, Ce qui est les, assez incroyable à l'heure justement de l'outil. Ah bah maintenant, ça paraît incroyable, mais on Ouais, était encore un peu avant le Covid. Et je veux dire, à l'heure actuelle, vous ouais. allez dans des grands clubs de Ligue 1, vous allez avoir un logiciel qui est souvent extrêmement bureautique. En plus, on nous imposait quand même des outils informatiques, mais qui n'étaient pas du tout adaptés au terrain. Alors souvent, c'était un ordinateur dans une salle, avec la performance, un logiciel bureautique, avec des choses intéressantes dedans, mais on sentait bien qu'ils n'avaient pas été conçus par des gens de terrain. En fait, il y avait Ouais, des ouais. outils qui ne servaient pas à grand-chose, et en même temps, les outils qui étaient intéressants, ils n'étaient pas développés. En même temps, surtout, l'interface de terrain n'était pas du tout présente. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller se balader avec un ordinateur au bord d'un terrain de foot en déplacement. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est insensé, quoi. Donc les gens sous-utilisaient ces outils, normal, parce qu'ils étaient inutilisables, on va dire, sur là. Ils le sont toujours, d'ailleurs, ils sont toujours là. Et donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, bah voilà, il faut qu'on commence à aller travailler à les digitaliser, recréer des outils simples, accessibles à tous les gens, à tout l'écosystème, en fait, du sportif professionnel autour. Alors, le préparateur physique, qu'est-ce qu'il a besoin de communiquer? Le médecin, qu'est-ce qu'il a besoin de communiquer? Le coach, qu'est-ce qu'il veut comme information? Le sportif au milieu, qu'est-ce qu'il veut? Le kiné, est-ce qu'il a besoin de communiquer de cette façon-là? Est-ce qu'il a besoin de passer des séances, prendre des rendez-vous? J'avais déjà, pendant plusieurs années, même à la SNL, déjà mis des petits papiers de côté, fait des petites études sur tiens, il aurait fallu ci, oh, on aurait dû faire ci, ça. Puis là, on s'est lancé et on a commencé à le faire parce qu'à l'Olympique de Marseille, j'étais dans un cœur de réacteur très puissant. À Nancy, j'étais persuadé que ça existait en fait. Ouais. Donc je me suis dit, un jour je le trouverai l'outil. Et puis on n'avait pas les moyens à Nancy de mettre en place des choses. Mhm. Dans certains clubs pro, on nous donne très peu de moyens Mhm. financiers et de se projeter. Donc, et c'est d'ailleurs ça, l'une des choses que l'on retrouve dans les clubs de très haut niveau, parce que les clubs de très haut niveau, ils sont toujours en train d'avancer et sont toujours en train de travailler avec de l'innovation. Et ils Mhm. l'amènent, l'innovation, ils la testent. Parce que l'innovation, elle est bien quand personne ne la sait dans la performance. Une fois Ouais, que tout le bien monde sûr. l'utilise, on a un temps de retard. Il faut toujours avoir ce temps d'avance-là. Et ça, c'est une question d'état d'esprit, mais aussi de volonté et de financement derrière. Parce qu'à un Mhm. moment, ça a un coût. Ça a un coût. Ce que tout ce que tu me dis, en fait, ça me fait penser à une espèce de, ça me fait penser aux écuries de Formule 1 Hmm. qui sont à la pointe de la technologie, qui se professionnalisent, qui sont toujours en train, enfin, qui se professionnalisent. Je veux dire, qui sont toujours en train d'aller chercher de nouvelles innovations, de la récolte d'informations, de l'ingénierie. Bien Et sûr. finalement, on peut vraiment faire un parallèle entre les équipes de foot de haut niveau, de Ouais. première ligne, et les Mais équipes et exactement. les équipes de Formule Mais 1. le point commun de tout ça, c'est que c'est la performance. Mais en Oui, fait, tout le à fait. parallèle, il est fait parce que c'est exactement la même chose. Sauf que on est moins étonné parce qu'on a l'habitude depuis tout petit, finalement, quand on voit une voiture qui rentre au paddock, avoir tous les Ouais, c'est clair. ordinateurs avec les mecs avec les casques, on se dit, c'est le truc. Mais dans la performance, dans le sport professionnel, c'est exactement ça. C'est Ouais. exactement ça. Sauf que c'est plus éparpillé. Sur le terrain, on joue avec un ballon et les mecs sont en train de gueuler dessus au bord du terrain. Mais Mhm. je veux dire. C'est exactement ça. Ça, c'est la performance. Et la performance, ça nécessite comme je disais, des stratégies humaines, c'est-à-dire la collaboration, la fidélité, la loyauté, d'avoir des projets communs, d'avoir des gens bien qui travaillent à l'intérieur. Et à côté, ça nécessite aussi de toujours aller chercher le petit truc en plus. Et le petit truc en plus, il est dans plein de domaines. Hein. Des fois, c'est la logistique de, Ouais, bien de, sûr. de voyage. Si vous commencez à faire voyager vos joueurs n'importe comment, et l'équipe qui est en face, elle aura un temps d'avance. Hein. Donc, il y a un moment, si on justifie que les joueurs partent en bus pendant 12 heures avant le match, et que l'autre parte en avion pendant 1 heure, et à un moment, Oui, voilà, ça avait sur 10 défrayé la matchs, chronique il n'y voilà, a pas sur un match, longtemps. vous allez Ouais, peut-être bien dire, ah bah sûr. oui, mais sur le match-là, on a gagné. Après, on va prendre sur 15 matchs. Et Ouais, vous allez voir que forcément. l'équipe qui est venue nous accompagner, mine de rien, à la fin, elle a 3-4 points de plus. Ouais, Et en fait, évidemment. à ce niveau-là, c'est tous ces petits trucs qui s'ajoutent, parce que vous Mm. jouez qu'avec des clubs qui font ça. Donc, à un moment, tout est important, vous voyez, dans chaque secteur. Par rapport à enfin, à l'ensemble de ces expériences, que ce soit l'ASNL, la Fédération sénégalaise de foot, l'OM, est-ce que à un moment, et je le dis avec toute l'affection que je te porte, quand on se retrouve sur le banc, au bord du terrain à l'OM, est-ce que finalement,
à un moment, on n'a pas le syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'on ne se retrouve pas en disant, bah non, mais attends, qu'est-ce que je fais là? Et bien sûr, on l'a tous. D'abord, je pense que le syndrome de l'imposteur, on en parle souvent, mais je pense que c'est très sain de l'avoir en soi. Ouais. Je pense que c'est une nécessité dans ces niveaux-là, parce que ce syndrome de l'imposteur, bien sûr qu'on l'a. On s'est dit comment j'ai fait pour en arriver là. C'est parce que j'ai connu ci, c'est parce que j'ai fait ça. Et puis tiens, il y a toujours quelqu'un qui vous aide à un moment pour faire quelque chose. Il y a aussi toujours une opportunité que vous avez saisie et que quelqu'un d'autre aurait pu prendre, ou que vous avez fait la formation qui juste est tombée au bon moment, ou peut-être que vous dites c'est la chance aussi. Ouais, Enfin, voilà, tout il y à en a, fait. c'est des réseaux, bien évidemment, qu'on se les pose toutes ces questions-là. Et en même temps, quand on commence à aller travailler dedans, et quand je suis arrivé, il faut rentrer, il faut rester. Et quand vous commencez à travailler dedans et que vous commencez à mettre en place tout ce que vous avez acquis dans les années précédentes, vous dites, ah bah ouais, mais en fait, je sais faire. Et en fait, tiens, le joueur, il lui arrive ça, paf, dans la tête, j'ai déjà vécu ça. Tiens, j'ai aussi appris ça. Et on fait une technique EBP, quoi. On fait la pratique, de Mhm. ce qu'on a appris en expérience, qu'on connaît dans les sciences, on y va. Et surtout, vous êtes dans un milieu où tout le monde veut votre place, donc vous chamboule. Ouais, c'est clair. Et même dans votre propre club, des fois, on veut placer quelqu'un d'autre. C'est des trucs des grosses entreprises. On sait quand on y va qu'à un moment, on va partir. On le Mhm. sait dès le début. Moi, Philippe Safroy, le même kiné qui m'a formé, qui j'ai énormément de respect, m'avait toujours dit, tu sais, la première fois où tu mets les pieds dans un club, et lui, pourtant, est resté toujours à l'AS Nancy-Lorraine. Hein, donc, il m'a dit, il faut On savoir que l'embrasse demain, d'ailleurs. ouais, on l'embrasse. Il faut savoir que demain, tu peux partir. Ouais. Il faut avoir conscience de ça. Mhm. C'est sinon ça. Donc on a un peu ce syndrome de l'imposteur, oui, on se demande toujours pourquoi pas un autre en fait. Et puis en fait, après on se dit bah il y a peut-être quand même quelques petites raisons parce qu'il faut avoir un petit peu confiance en soi. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous pouvez pas. Ouais. Alors, hier, tu as co-animé une conférence sur un sujet crucial qui est la commotion cérébrale dans le sport. On en entend de plus en plus parler. Tu n'étais pas seul puisque tu partageais la scène avec un expert reconnu qui se trouve être aussi ton père, l'éminent professeur et neurologue Hervé Vespignani. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui a motivé cet événement et quel était le message principal Ouais. que vous vouliez faire passer? Ouais, alors merci de pouvoir m'exprimer sur ce sujet-là parce que c'est un sujet d'actualité déjà Ouais, en ce moment absolument. et extrêmement intéressant et qui est une porte ouverte sur plein de choses. Et je pense qu'en France, on a beaucoup de choses à faire là-dessus. Alors oui, mon père est professeur en neurologie et spécialiste aussi, a toujours été baigné dans le foot avec la Ligue de Meurthe-et-Moselle Mhm. à l'époque, au Grand Est maintenant, autour du sujet de la commotion cérébrale. Moi, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais à Marseille, comme je te disais tout à l'heure, j'ai créé un outil qui s'appelle EasyTeam, qui s'appelle EZTM pour EasyTeam, Évaluation Zoom Tracking Médical, qui est un outil en fait qui permet de suivre une blessure et de coordonner en fait tous les staffs médicaux autour d'une blessure du sportif. Ça, c'est la première chose parce que cet outil-là, il permet de suivre un processus de blessure. Cet outil-là, on l'a placé dans pas mal de sports différents, notamment le rugby et le hockey professionnel. Donc le rugby en top 14, le hockey professionnel en Ligue Magnus et en équipe de France. Des sports Ok. où il y a énormément de commotion cérébrale. On a fait ça quand même il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Ouais, il y a 3 ans, on les a intégrés dans ces lieux-là. Et en fait, je me suis vite rendu compte que au niveau de la commotion cérébrale, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites, beaucoup de gens parlaient autour de ça, et c'est excellent. Les médias n'étaient pas encore totalement sensibilisés à ça, les ligues non plus. Elles bottaient toujours un petit peu en touche là-dessus, en se disant peut-être que si on met trop les pieds là-dedans, on va pas C'est faire un jouer sujet nos qui joueurs. dérange. C'était un sujet qui dérangeait vraiment, Ouais, et à bien juste sûr. titre, parce que clairement, on va pas se mentir, les sportifs, quand ils prennent une commotion, euh, ils y songent une fois qu'il y a vraiment le problème, ou même après leur carrière. Mais au Oui, tout à moment-là, fait. entre les pressions financières, entre les pressions des coachs, les pressions des fédérations, finalement, souvent, vaut mieux aller un petit peu à côté. Ça peut se Mhm. comprendre, hein, mais le problème de la commotion, c'est qu'il ne se situe pas qu'au niveau professionnel. Le problème de la commotion, c'est que vous avez des enfants de 15 ans sur des terrains de rugby qui se prennent des commotions et qui ne seront jamais professionnels à cause de ça. Ouais, Donc, ouais. il y a un moment, le sujet, il est vraiment là. Il est vraiment là, il y a un vrai sujet. Avant, on essayait de faire passer ça pour un mythe. Maintenant, c'est une réelle réalité. C'est une réalité. Il y a un problème, il y a un sujet et il faut se prendre dessus. Alors, moi, vu que j'avais monté cet outil-là, où dedans, il y avait le suivi de la commotion, mais nous aussi, au milieu de tout notre outil, on se disait le suivi de la convention, est-ce la chose la plus importante? Et là, j'en ai beaucoup discuté donc, avec mon père il y a 3 ans, qui était spécialiste là-dedans. Je dis comment on pourrait faire? Et en fait, nous, on avait l'outil. Et donc, on a commencé à beaucoup réfléchir là-dessus et à se dire, voilà, quelle est la chose la plus importante en ce moment, fondamentalement, pour pouvoir aider à, à suivre une commotion cérébrale, à
jusqu'au bout, il y ait moins de problèmes. On s'est dit déjà, le premier problème, c'est que en France, une commotion cérébrale, tout le monde ne sait pas ce que c'est. C'est vrai que quand on demande, les gens ils parlent de traumatisme crânien, ils parlent de choc. Alors nous, on a essayé de remettre un petit peu l'église au centre du village, d'éduquer, d'informer en se disant une commotion cérébrale, ça vient par un choc crânien. C'est-à-dire un gamin sur un terrain, il se prend un choc. Ça peut être une tête contre tête, un machin. Et il est sur le terrain. Ça s'appelle un choc crânien. C'est ni un traumatisme crânien, c'est ni une commotion cérébrale. Et à ce moment-là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui rentre sur le terrain. Ça peut être le coach, ça peut être un parent, ça peut être l'arbitre, un soignant aussi, en fonction du niveau des équipes. Et là, sur le terrain, il faut savoir évaluer ça. Savoir, justement, est-ce qu'il faut sortir ce joueur-là. Et c'est là où tout est la problématique. C'est déjà de savoir, est-ce qu'il y a eu choc crânien. Étape 2, quelqu'un rentre sur le terrain. Étape 3, est-ce qu'on le sort. Il faut colliger ce choc crânien pour savoir déjà combien il y en a en France, combien il y en a sur le terrain. Et ensuite de ça, savoir combien ça va être des commotions. Ce moment-là, le parent qui rentre sur le terrain et même le médecin qui rentre sur le terrain, on a des instructions. C'est-à-dire qu'on a une chose qui s'appelle le SCAT-6. C'est un outil, un protocole. Un protocole. Ouais, ok. Et il faudrait qu'à l'heure actuelle, les gens rentrent avec leur protocole, avec le papier sur le terrain, fassent des petites croix, fassent les interrogations. Pour dire au coach, je sors pas. Évidemment que des gens n'ont pas le SCAT-6, Ouais, c'est sûr. n'ont pas le protocole. Et sur le terrain, je vois pas comment réellement on peut le faire, cette première étape-là. Donc nous, on s'est dit, bon déjà, cette étape-là, il faut la simplifier. Il faut que quelqu'un qui rentre sur le terrain, il puisse aller mettre un feu rouge, s'il y a besoin d'un feu rouge, au coach, et qu'il n'y ait plus débat, et qu'on puisse sortir le joueur pour pouvoir après faire la deuxième batterie de test qui va savoir si c'est une commotion cérébrale ou pas. Parce que ces tests-là, ils ont déjà été faits par des gens brillants. Nous, on les a rendus accessibles, en fait. Et surtout, on les a digitalisés. Pour que cette information-là, du choc crânien, elle se retombe, elle soit centralisée, et qu'elle puisse réutiliser ultérieurement par tous les professionnels de santé qui vont pouvoir travailler autour, mais surtout que le sportif puisse avoir ça en poche. Avec tout un parcours de soins qui se met en route, des prises de rendez-vous avec des spécialistes, parce que les gens ne savent pas. En fait, les gens, quand ils arrivent, ils disent, qu'est-ce qu'on fait en fait quand on a une commotion ? Oui, avoir en fait toute l'organisation on a des exemples, qui découle de ça. Exactement, on a des exemples tous les jours, mais vraiment tous les jours. Rien que dans mon cabinet à Aix-en-Provence, il y a en 3 semaines, j'ai 2 personnes à qui c'est arrivé, une jeune footballeuse et une handballeuse. Une footballeuse, d'ailleurs, on a donné la vidéo à cette conférence, elle se prend un choc crânien sur le terrain. Alors, tiens-toi bien, hein, elle se prend un coup de pied dans la figure. Elle est à un niveau, elle a 21 ans, c'est une footballeuse féminine, elle se prend un coup dans la tête, elle tombe sur le terrain, elle se souvient pas parce qu'on lui a dit, elle s'est évanouie à peu près 1 minute. Elle a convulsé sur le terrain. Donc déjà, convulser et se prendre un choc crânien, c'est un signe d'urgence. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, la personne aurait dû appeler le SAU, elle aurait dû partir aux urgences. Il n'y a même pas besoin de faire l'étape de terrain. Ça n'a pas été fait. C'est le coach qui est rentré, qui l'a sorti, ils l'ont assis sur moi, lui ont donné de l'eau parce qu'il faisait chaud. C'est ce qu'elle raconte. Hein. Et là, il y avait 2 médecins autour du terrain, vu que c'était un petit peu exceptionnel, qui ont arrivé et qui ont donné leur avis. Les médecins professionnels ont ausculté cette personne-là en lui faisant tout sauf les tests légaux parce qu'ils ne savaient pas. Donc, ils ont fait quand même des choses. Ils ont regardé en gros si elle allait bien, on fait des tests un petit peu neuro, mais qui n'ont rien à voir avec les tests de commotion. Et à partir de là, elle est rentrée chez elle parce qu'ils ont dit bon, on verra dans 48 heures. Elle est rentrée chez elle, dans la voiture, son coach l'a ramenée à 1h30 du mat et tout. Au lieu de l'amener chez elle, l'a emmenée aux urgences parce que dans la voiture, elle n'était pas bien. Elle est arrivée aux urgences, elle a passé 8 heures aux urgences, personne ne l'a vue. Le lendemain matin, ils lui ont dit si dans les 48 heures, il se passe quelque chose, vous vomissez et tout, vous avez pas. Alors qu'elle avait convulsé sur le terrain. Elle est rentrée chez elle, et vu que personne ne lui avait dit ce qu'il fallait qu'elle fasse et tout, et 3 jours après, elle était en entraînement, en train de faire des entraînements sans contact. Oh la vache. Et on est 1 mois après, et la jeune fille, elle est au ralenti, elle dort pas, elle a mal à la tête, elle a tous les syndromes d'une commotion cérébrale, c'est-à-dire des symptômes cognitifs. Parce que c'est ça la commotion cérébrale, c'est les symptômes cognitifs qui vont arriver. C'est-à-dire qu'il y a de l'anxiété qui arrive, il y a la perte de sommeil, il y a la perte de force, il y a la perte de cardio, tout le système est chamboulé. C'est le cerveau, c'est l'élément central de tout ça. Donc on a des répercussions énormes. Et donc elle ne sait pas quoi s'en sortir. Donc tous ces exemples-là, nous on a fait pour que les simplifier et surtout aider et fédérer. Donc à partir de ce parcours de santé, on a créé un système, un réseau de professionnels de santé. Et ensuite on a créé un système d'enseignement, c'est-à-dire en 3 phases, éducation, information, formation, qui est destiné à tout l'écosystème sportif et aux professionnels de santé. Tout ça est digitalisé, tout ça est centralisé dans un outil que l'on met en place, donc qui s'appelle EasyTeam, que l'on met en place chez les sportifs, tous les personnels soignants, pour qu'ils puissent être coordonnés et retomber dans des stations sport santé pour pouvoir aller travailler là-dessus. Et cette application EasyTeam, donc on peut moi en tant que particulier et amateur de sport, je peux la télécharger directement. Tu pourras la télécharger directement. Tu pourras la télécharger directement, iOS, Android. C'est une application qui est totalement gratuite et qui va permettre
par rapport à cette information, de pouvoir valider ta future licence sportive et de pouvoir rentrer dans ce réseau-là. Donc à partir de ce moment-là, l'idée c'est que toute personne soit équipée, bien entendu, de cet outil-là et que de faciliter cette entrée dans le réseau sur le terrain. Pour l'instant, elle n'est pas encore sur iOS parce qu'on est encore en phase de développement. L'outil est testé, approuvé dans les clubs professionnels, mais aussi dans des clubs amateurs. On s'est bien gardé de l'utiliser parce que ce n'est pas le même système de fonctionnement. Alors et évidemment qu'à l'intérieur, il y a tout un système d'upgrade de services pour aller dans des fonctions avancées pour des autres clubs. Un club comme le top 14 du top 14 ou du l'équipe de France ne fonctionne pas comme un club amateur. Donc il y a plusieurs grades dedans avec des outils souvent un peu plus élaborés, mais tout à fait accessible. Et donc il devrait être en téléchargement. Là, on est en train de chercher des partenaires dans plein de domaines parce que le projet est conséquent et très d'actualité. On est en train de chercher plein de partenaires, aussi bien structurels, logistiques que financiers, pour pouvoir aller propulser et déployer cet outil-là de la meilleure façon et surtout qu'il soit accessible aux sportifs au milieu et que l'on puisse après aller travailler autour de tout ça d'une façon efficace, quoi. Bah écoute, on en rediscutera, on verra si Digilor Santé peut vous accompagner. Mais en tout cas, c'est vraiment un super projet. On est allé à Épinal parce que en étant de Marseille, moi j'avais à cœur, et puis mon père est de Nancy, on s'est dit où est-ce que on avait à cœur de revenir, de faire ça dans la région Grand Est. Donc on a eu l'opportunité avec Épinal par relation et tout, et en fait ce système-là, on est en train d'élaborer tout le pilote pour pouvoir le projeter, donc le pilote d'utilisation sur le terrain, on va dire. Donc là, l'utilisation de l'application comme une recette, sachant que le logiciel est déjà testé et approuvé, mais de ce système-là sur la région Grand Est, où on devrait avoir des appuis avec des institutions assez importantes. Et donc c'est en ça, c'est pour ça que je suis revenu, qu'on allait présenter un petit peu ça. Donc on est en train de prêcher la bonne parole, et c'est énormément d'actualité, parce qu'on voit bien qu'en ce moment, en même temps, nous on n'avait pas du tout anticipé ça, mais évidemment qu'on n'a pas été les seuls. Il y a une vraie prise de conscience, effectivement. Il y a une vraie prise de conscience parce qu'il y a un vrai problème. Il y a un problème et il y a un besoin. Et avant, on essayait ça passait un petit peu. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup de slides sur mythe ou réalité. On a fait beaucoup d'apprentissage de ça. Donc là, nous, en ce moment, on est en train de proposer des conférences. C'est notre format d'éducation et d'information aux institutions, aux fédérations. On est hyper ouvert à, par exemple, qu'un club, qu'une fédération de handball, de foot, nous dise Vespignani père et fils, donc neurologue, professeur et kinésithérapeute qui a toujours été au centre du système. Je veux dire, on n'est pas mieux placé pour relever le besoin, de pouvoir aller parler à tous nos confrères et de simplifier les choses, de fournir un outil efficace qui simplifie les choses pour tout le monde. C'est surtout ça qui est le plus important. Parce que les choses, elles ont été faites, et en fait, on se rend compte quand on fait la formation que la commotion cérébrale, c'est d'une complexité énorme. Donc, on est obligé après d'avoir quelque chose de simple. Parce que sinon, c'est compliqué. Bon, on se reverra pour parler de ce beau projet, mais c'est vraiment... en tout cas, c'est une très belle application. Pour conclure, avant le quiz, pour finir et boucler la boucle, est-ce que le kiné hyperactif arrive encore à trouver du temps pour aller surfer avec son frère Jean? Eh bien alors, au risque de te décevoir, je te ferai remarquer qu'il n'y a pas à peine 3 semaines, on était à Lacanau tous les deux avec nos planches de surf, et on a 2 vannes aménagées où on a nos planches de surf qui traînent. Alors, ma femme te dira que tu as totalement raison, je suis un gros mytho surfeur. Mon frère, lui, habite l'île de Ré et il est beaucoup plus facilement accessible. Mais moi, dans le sud, j'arrive à trouver quelques vagues, notamment du côté de Saint-Cyr-les-Lacs, et la saison est en train de commencer. Donc, j'ai toujours ma planche qui est prête. Voilà. Alors, pas ma planche de skate, parce que ça, j'ai complètement arrêté. Et d'ailleurs, j'avais jamais vraiment commencé, surtout. Mais le surf, ouais, j'y vais quand même de temps en temps. J'avoue que je suis extrêmement moins bon que mon frère jumeau, qui lui surfe tous les jours depuis 10 ans, quand même. Et moi, j'y vais une fois de temps en temps, mais ça me permet de nager. Mais oui, donc, comme quoi surfer dans la Méditerranée, c'est possible. Et oui, c'est possible. Il y a des très beaux spots, figure-toi. Bon, okay. Alors, c'est pas des grosses vagues comme mer, mais tu as un petit mètre sympa. Où moi, je vais sur exactement Saint-Cyr-les-Lacs, les spots de La Ciotat, et des fois les spots du côté de Carreau, c'est du côté nord de Marseille. Et c'est des super endroits. Allez-y. L'hiver, vous pouvez vous amuser. Maintenant, la partie quiz. Donc, tu réponds rapidement tu choisis la réponse qui te convient le mieux. Musique ou podcast? Musique. Pour décompresser après un match, livre ou film? Film. Ton rythme de vie, réveil à l'aube ou coucher tard? Réveil à l'aube. Pour un bon repas, cuisine maison ou restaurant? Cuisine maison.
Pour voir les amis, apéro à l'improviste ou dîner planifié? Ah, mais apéro à l'improviste à 100%. Neige ou soleil? Soleil. SMS rapide ou appel téléphonique? SMS rapide. Ça se corse. Pour l'apéro, pastis ou picon? Picon. Bien. Ton sport préféré pour ton spot préféré pour cet apéro, le Vieux-Port ou la Plastane? Réellement la plastane. Situation de crise. Devoir écouter en boucle la playlist musicale d'un jeune de 20 ans ou supporter l'odeur des chaussures après un match sous la pluie? Et ben supporter l'odeur des chaussures après un match sous la pluie parce que c'est des petites madeleines de Proust, ça on a l'habitude dans les vestiaires. C'est vrai. Et c'est vrai que l'odeur du vestiaire, même à très haut niveau, c'est une odeur de vestiaire. Tu préfères mimer une déchirure musculaire devant tout le groupe ou essayer d'expliquer l'anatomie à quelqu'un qui n'écoute pas? Expliquer l'anatomie à quelqu'un qui n'écoute pas, c'est un challenge. Le plus compliqué à comprendre, l'accent chantant d'un patient marseillais qui t'explique où il a mal ou le silence d'un patient lorrain qui serre juste les dents? C'est vrai que c'est exactement ça en fait. Hein. Ah C'est oui. exactement ça. Et c'est vrai que le patient marseillais qui te décrit tout et en poème, Ouais. c'est pas une caricature, c'est vraiment ça. Je passe des séances de soins avec des Ouais, gens ça doit être... qui parlent pendant C'est 20 minutes. merveilleux. C'est génial. C'est toute la magie du Sud, hein, on va pas se Oui, mentir. c'est Hein. Moi, clair. je pensais arriver avec plein de caricatures. Et en fait, c'est qu'on les aime. mais en fait, c'est comme ça. Bah, bien Puis ils sûr. sont super. Hein. Moi, je me plais énormément. Ouais, je travaille avec des gens charmants. Alors, une bonne bouillabaisse la veille d'un match ou une quiche Lorraine pour fêter la victoire? Ah bah alors là, ce serait une quiche Lorraine pour fêter la victoire, parce que la bouillabaisse, figure-toi que on en trouve beaucoup dans le sud, mais enfin à Marseille, en fait, elles sont pas toutes réputées. Donc il faut aller aux bons endroits pour aller manger la Bon. bouillabaisse. Donc c'est rare. Notamment au Good. Voilà, c'est ça. Il est vrai. Exactement, Ouais. on ira ensemble avec On ira plaisir. ensemble, c'est un bel endroit les Goudes. Où ils servent d'ailleurs des profiteroles absolument extraordinaires. C'est un bel endroit là-bas. Ouais, c'est un D'ailleurs, merveilleux quand on est au Good, endroit absolument dingue. je pense que quelqu'un qui connaît pas Marseille doit passer par le centre-ville de Marseille et après aller se retrouver des Goudes qui est dans Marseille. Oui, Et on a l'impression qu'on est dans un village Ah, de pêche complètement. et il y a les calanques juste derrière et on se dit là, ah oui, d'accord, toute la magie c'est de Marseille, elle est là. magnifique. Hein, Ouais, exactement, je suis d'accord. Alors, honnêtement, le plus gros défi de ta carrière, remettre sur pied un attaquant pour une finale ou survivre à nos vacances en camping-car étant adolescent? Le plus difficile, c'est ça? Ouais. Le plus difficile, c'est vraiment, vraiment, vraiment de remettre un attaquant sur le terrain dans tout cet écosystème-là. Ta plus grande fierté cachée, le protocole de rééducation d'un champion ou la technique de skate que tu as presque maîtrisée en 1999? Bah, je ne l'ai même pas presque maîtrisé, je n'ai jamais réussi. Donc, ce sera la première réponse. Bon. Avant que je te laisse le mot de la fin, je tiens à te remercier pour ton déplacement, sincèrement. Merci mon Pietro, bon retour. Embrasse nos amis marseillais et la bonne mère. Les derniers mots te reviennent. Eh ben, merci en tout cas de m'avoir invité et sollicité pour venir. Je t'avais dit que je le ferais et que je pourrais revenir. Et c'est toujours un plaisir de revenir à Nancy, mais vraiment, je prends un énorme plaisir. J'ai passé 3 jours. En plus, je n'avais pas percuté que c'était les NJP en ce moment. Eh ben Donc, j'ai oui. eu la possibilité d'aller à l'autre canal, d'aller à la Pépinière, voir des choses. Je me suis dit, c'est une ville vraiment sympa. On va pas se mentir, le climat n'a absolument rien à voir. Il est quand même plus clément en bas, mais la chaleur des gens et la gentillesse des Nancéens est toujours là. Et puis, j'oublie jamais tout ce que j'ai appris ici, tout au long de ma vie, qui m'a beaucoup servi après, qui me servira encore plus tard. Et puis, voilà, comme tu sais, je suis toujours quelqu'un qui a beaucoup de projets en tête, et notamment ces projets-là qui me tiennent vraiment à cœur. Donc, j'espère pouvoir collaborer avec des entités nancéennes, parce que je préférerais travailler avec des gens de Nancy ou de Marseille, plutôt que ça tombe dans Bien les mains sûr. d'autres personnes, réellement. Et mon père a exactement cette même avis-là, pour pouvoir profiter et faire profiter de notre outil à plein de gens autour. On a gardé cette culture un petit peu nancéenne, et puis comme je disais, dans notre milieu, la loyauté, c'est pratiquement la chose la plus importante. Et donc on s'appuie sur ces valeurs-là.
Et donc, voilà, pour te remercier de ça, parce que j'ai pu m'exprimer ici, et pas mieux qu'être dans votre super boîte qui a beaucoup de choses en commun sur la digitalisation et l'innovation, donc j'apprécie. C'est gentil, merci beaucoup. J'ajoute 2 choses. Un, le pauvre Pierre parle du nez parce que le changement climatique entre le sud et l'est t'as été fatal. Ouais. Et tous les Nancéens qui t'écoutent seront ravis d'avoir de tes nouvelles. Merci Avec beaucoup, plaisir. merci.